Bienvenue à ce cycle de visioconférences d'actualité qui était de pneumologie au départ, mais qui maintenant sont beaucoup plus larges. Et on est heureux d'accueillir aujourd'hui le professeur Antoine Dixvan, qui est professeur de physiologie à l'Université René Descartes à Paris, qui est chef de service à l'hôpital Cochin, qui est particulièrement orienté sur la physiologie respiratoire. On a beaucoup parlé de toi, Tuan, il y a quelques années avec le Hainaut, mais depuis, tu as dépassé les problèmes du Hainaut. Et depuis plusieurs années, tu t'intéresses notamment à l'intelligence artificielle et tout ce qui tourne autour. C'est pour cela qu'on est très heureux de t'accueillir aujourd'hui et de t'écouter à ce sujet-là, en sachant que, comme on le mettait dans le petit message de ce matin, ça intéresse la pneumologie parce qu'on est orienté sur la pneumologie, mais pas uniquement. Voilà, Tuan, nous t'écoutons. Tout à fait. Tout d'abord, merci au professeur Étienne Lemarié et donc merci à vous tous de vous être connectés aujourd'hui. Alors, en fait, effectivement, Étienne a raison. Si tu veux Je faire voir suis... ta caméra, tu mets là. Si tu veux ouvrir le micro, Attendez, coupez vos micros, là, tu s'il peux vous parler, plaît. tu peux intervenir. Tu vois un peu. Alors, je Voilà. disais simplement que, en effet, je travaille à l'hôpital Cochin, je suis physiologiste respiratoire et je m'intéresse à tout ce qui a trait à la physiologie respiratoire. Alors, je ne prétends nullement être un spécialiste de l'intelligence artificielle. En revanche, comme nous tous, j'ai été interpellé par cette notion il y a maintenant quelques années et comme nous tous, j'avais essayé d'abord de comprendre ce que cela veut dire et notamment pour les médecins que nous sommes. Et donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de revoir quelques notions simples, quelques définitions de base de ce que les informaticiens ou bien les personnes qui sont spécialisées dans ce domaine ont l'habitude d'utiliser pour désigner tel ou tel processus d'acquisition de données et d'utilisation de ces données qui, sans que nous le sachions, mais qui sont déjà là et qui font déjà partie intégrante de la vie de tous les jours. Donc, commençons tout d'abord par le commencement. Et le commencement, c'est c'est cette image qui est bien connue parce que à gauche, vous avez le logo d'une marque bien connue. Anne, il faudrait que tu partages ton écran. Oui, on n'a pas de partage d'écran. Ah, pardon, excusez-moi. Donc, je vais recommencer pour partager mon écran. Donc là, ici. Ensuite, là, et en principe... C'est bon. D'accord, très bien. Donc ça, c'était ma première diapositive d'introduction. Et donc, je disais que commençons par le commencement. Et le commencement, eh bien, nous montre ceci. Vous avez tous reconnu la partie gauche de la diapositive qui montre le logo d'une marque bien connue, d'un ordinateur que je ne nommerai pas. Et puis, surtout, à droite, eh bien, la photo prise ce que je considère comme étant l'un des esprits les plus brillants du XXe siècle, à savoir la photo de M. Alan Turing. Alan Turing est un mathématicien britannique. Il a fait une bonne partie de sa carrière à l'université de Cambridge et comme vous le voyez dessus, eh bien, c'est quelqu'un qui malheureusement n'a pas vécu très longtemps puisqu'il est décédé à l'âge de 42 ans. Alors pour nous maintenant, 42 ans, c'est un jeune homme, mais pour lui, c'était déjà la fin de sa vie. Alors, pourquoi parler d'Alan Turing lorsqu'on parle d'intelligence artificielle? Eh bien, tout simplement parce que c'était probablement grâce à lui que pour la première fois, on avait évoqué cette notion d'intelligence venant d'une entité autre que l'être humain. Or, ce qu'il avait proposé à l'époque, c'était, et c'est toujours reconnu, sous le nom de test de Turing, qui consiste simplement, comme son nom l'indique, à faire un test. Et le test consiste à faire ceci. Alors, je vais peut-être me permettre de le détailler pour ceux et celles d'entre vous qui
bien que l'ayant déjà entendu parler, ne connaissent pas dans le détail. Et vous allez voir, en fait, c'est extraordinairement simple. Imaginez un jeu bien connu en France qui est la question pour un champion. Donc, vous avez celui qui pose la question qui se trouve au milieu et qui ensuite est connecté grâce à son ordinateur avec deux candidats. Alors, ici, vous avez à droite une candidate, donc c'est un être humain qui va prendre connaissance de la question et qui va proposer une réponse à la question posée. Et puis, à gauche, vous avez un deuxième candidat, mais qui, comme vous le voyez ici, eh bien, est simplement un ordinateur programmé pour pouvoir répondre à différents types de questions. Et celui qui va juger, donc en fait, en quelque sorte, le professeur, c'est la personne qui est au milieu. Donc, il pose la question et ensuite, il va recevoir les deux réponses provenant des deux candidats. Et s'il arrive à détecter en fonction de la qualité de la réponse ou bien de la justesse de la réponse, que cette réponse-là vient soit d'une personne humaine, soit de la machine, alors là, et si la plupart du temps, si les deux réponses sont bonnes, ou bien si une réponse est bonne, celle qui vient de la personne humaine, et l'autre mauvaise, celle qui vient de la machine, il va dire que c'est la personne humaine qui a raison et qui a proposé la bonne réponse. Mais dès lors qu'il n'arrive plus à distinguer les deux réponses qui sont toutes les deux bonnes, et ensuite il n'arrive plus à dire laquelle de ces deux réponses vient de la personne humaine ou bien vient de la machine, là d'abord il va donner sa langue au chat, et puis ensuite il va conclure qu'il lui est pour lui impossible de distinguer la réponse donnée par la machine et la réponse donnée par la personne humaine. En d'autres termes, dans cet exercice, la machine fait aussi bien que l'humain pour ce genre d'exercice, et elle est considérée comme dotée d'une intelligence. Comme cette intelligence ne vient pas d'une personne humaine, mais qu'elle vient d'une machine, on appelait dès lors une intelligence artificielle. Artificielle ici veut simplement dire, est simplement synonyme de provenant d'une entité qui n'est pas une entité humaine. Et donc, à partir de cela, eh bien, la notion d'intelligence artificielle fut née dans les années 50, en 52 ou en 53, sachant que peu de temps après, M. Turing allait mourir. Donc, la notion d'intelligence artificielle fut née. Et puis, cela, bien sûr, établit les premiers jalons pour la construction de machines pouvant résoudre des problèmes sans qu'il y ait une personne qui est derrière. Et en d'autres termes, la notion d'ordinateur, donc des machines. Alors les premiers ordinateurs, comme vous le savez, sont simplement des machines à calculer. Donc on leur donne des opérations et ensuite elles font ces opérations de façon de plus en plus rapide, avec des opérations de plus en plus compliquées. Et c'est ainsi que les premiers ordinateurs ont été élaborés dans les années 60-70 du siècle dernier. Et avec ici probablement l'un des pionniers, en tout cas un géant, de la science computationnelle ou bien de la science des ordinateurs, qui est M. Arthur Lee Samuel. Alors maintenant, si je reviens au XXIe siècle, donc on va faire un bond en avant pour d'abord revoir la frise des temps. En 1950 ou bien dans les années 50, le test de Turing fut inventé. Et puis, vous allez voir ici, en fait, trois rectangles. Le premier rectangle, qui est le plus large, que l'on appelle intelligence artificielle. Et en fait, ce schéma est simplement là pour nous dire que dans l'intelligence artificielle, il y a deux formes, deux approches qui font partie de l'intelligence artificielle, mais qui, pour chacune d'entre elles, font appel à des notions bien particulières. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec l'exposé de cet après-midi ou bien de ce matin en fonction de l'endroit où vous vous trouvez, ou bien de ce soir. La première notion, c'est l'apprentissage automatique, encore mieux connu sous l'anglicisme qui est le machine learning. Et ce n'est qu'au début des années 80 que l'on commençait à parler de cet apprentissage automatique ou bien de cette machine learning.
Et puis ce n'est, vous voyez, que depuis une dizaine d'années que l'on parle de ce développement de ce qu'on appelle l'apprentissage profond ou encore le deep learning, qui en fait est basé sur un réseau de neurones. Ce n'est pas le nôtre de réseau de neurones, mais c'est un réseau de connexion informatique qui est basé exactement sur la neurophysiologie des mammifères ou bien des êtres vivants. Alors, pour commencer, voyons ce que veut dire le mot machine learning, ou encore en français l'apprentissage automatique ou bien statistique. Et là encore, hein, je vous rappelle, en fait, nous raisonnons toujours avec la capacité d'un ordinateur, en d'autres termes d'une machine, à pouvoir résoudre des problèmes sans qu'il y ait une intervention humaine. Et que cette capacité de résolution des problèmes chez l'ordinateur, et notamment chez les ordinateurs les plus développés, eh bien, va s'adjoindre d'une fonction supplémentaire, ce que n'avait pas encore les tout premiers ordinateurs, c'est de pouvoir apprendre de leurs erreurs et donc de pouvoir progresser sans qu'il y ait, là encore, une intervention humaine. C'est ce qu'on appelle la machine learning. La machine est capable d'apprendre par elle-même. Alors, en français, et nous sommes tous francophones, je préfère utiliser le terme d'apprentissage automatique ou encore mieux, l'apprentissage statistique. Donc, c'est ce que je vous propose maintenant, c'est de voir dans les 2 ou 3 prochaines diapositives ce qui se cache comme notion derrière ce terme de machine learning ou bien d'apprentissage automatique ou bien d'apprentissage statistique. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin, je dois vous dire que en termes d'apprentissage automatique, on distingue 2 approches. Une approche que l'on appelle un apprentissage supervisé et une deuxième approche que l'on verra tout de suite après, qu'on appelle un apprentissage non supervisé. Donc ici, nous avons 2 notions. D'abord, l'apprentissage automatique ou bien statistique. Et la deuxième, c'est est-ce qu'il y a une supervision ou pas. Essayons de comprendre ce qui se cache derrière ces mots, qui sont des mots de tous les jours, mais qui, appliqués à cette intelligence artificielle, peut interroger pour celui et celles qui ne sont pas habitués à manier ces notions. Alors, on va commencer par l'apprentissage automatique de type supervisé. En fait, ce sont des notions qui consistent à demander ou bien à tester pour voir si la machine est capable de distinguer 2 populations, comme on peut le voir à gauche, en fonction de leurs caractéristiques propres. Ici, la caractéristique, c'est la couleur rouge et la couleur bleue. Et puis, ces 2 caractéristiques appliquées à la médecine, ça peut être eh bien, le fait d'être malade, la couleur rouge, ou bien être un sujet non malade, la couleur bleue. Dans le monde économique, ça peut être simplement le fait de préférer telle ou telle marque de voiture, de cosmétiques, d'aliments par rapport à telle ou telle autre marque. Et à partir de ces caractéristiques, vous allez pouvoir essayer de lier ces caractéristiques-là, et donc là on va revenir à la médecine, soit à l'expression d'un gène ou bien d'un groupe de gènes. Et donc ici, vous voyez que l'expression du gène numéro 1 est plutôt liée à un état de bonne santé, alors que l'expression du gène numéro 2 est plutôt liée à un état de maladie. Vous tracez une ligne séparant les 2 populations et dès lors, vous allez pouvoir lier le gène numéro 1 à un état protecteur de la maladie, alors que le gène numéro 2 serait plutôt lié à un état favorisant la survenue de la maladie. Et donc, c'est en augmentant le nombre de cas que vous allez identifier comme étant un cas malade ou un cas de sujet sain, et ensuite d'identifier le gène qui est lié à ce cas-là, que vous allez augmenter la puissance de votre test, et ainsi de suite, arrivera un moment où simplement par le fait
de déterminer l'expression génique, vous allez pouvoir Ça prédire commence. la survenue de telle ou telle maladie ou bien la survenue de la protection vis-à-vis de la maladie. C'est ce que nous appelons un apprentissage supervisé basé sur un paramètre qualitatif. Donc, c'est une qualité, maladie ou pas maladie. Et puis, il y a une deuxième façon de faire de l'apprentissage automatique, qui est la façon classique, celle que nous utilisons depuis toujours, hein, vous comme moi, c'est simplement un calcul de régression. Donc ici, ce sont plutôt des paramètres non plus qualitatifs comme dans le premier cas, mais ce sont des paramètres quantitatifs. Ça peut être un chiffre tensionnel, ça peut être le VEMS, pour revenir à la pneumologie, ça peut être le poids, si on s'intéresse aux maladies métaboliques. Et avec ça, vous allez dire, bah, on va comparer avec le taux de survie. Donc avec le VMS, ce serait plutôt une courbe qui va dans ce sens, c'est-à-dire que plus le VMS est bas, eh bien plus le taux de survie, non, ça peut aller dans ce sens. Plus le VMS est bas, plus le taux de survie est faible. Et donc, une fois que vous avez établi cette courbe de corrélation, vous allez, à partir d'une simple mesure, pouvoir prédire la probabilité de survie dans telle ou telle maladie. Et là encore, plus on alimente la machine de données, plus la véracité de la courbe de régression sera importante et donc plus cela donnera le poids à cette prédiction qui sera faite par la machine. Donc, pour résumer concernant cette diapositive, je dirais qu'un apprentissage automatique, c'est essentiellement basé sur des méthodes statistiques, que la machine sera à même une fois qu'on a donné l'équation, eh bien la machine sera à même de corriger avec des données supplémentaires afin de rendre cette courbe avec un coefficient de corrélation qui soit la plus grande possible. À côté de cet apprentissage supervisé, qui est relativement facile à comprendre pour nous autres médecins, il y a un deuxième type d'apprentissage que l'on appelle les apprentissages non supervisés. Alors là aussi, j'ai pris un exemple simple pour tout le monde. Vous avez tous reconnu les personnages de Walt Disney. Et ici, il y en a un certain nombre. Et on va laisser faire la machine. Et la machine dit, bah, en effet, elle peut avoir plusieurs critères de classification pour classer ces 5 personnages. Soit la machine se base sur le critère de l'existence d'un bec et aussi des membres palmés, en d'autres termes, des canards. Et dans ce cas-là, il va pouvoir classer ces 3 personnages-là dans un groupe, et puis les autres qui ne sont pas dotés des mêmes caractéristiques anatomiques dans d'autres groupes. Et ça, c'est un classement possible. Maintenant, on peut aussi changer de classement en disant que ce n'est plus tellement les caractéristiques anatomiques qui importent, mais c'est simplement le genre. Donc, ils peuvent aussi classer eh bien, les animaux de sexe masculin ensemble et puis des animaux de sexe féminin ensemble. Donc, ça, ce sera un autre type de critère de classement. Et c'est quelque chose qui est relativement variables, mais pour lesquels on peut programmer les machines pour changer le type de classement en fonction des critères que l'on donnera. Et là encore, vous voyez en fait la puissance de ce classement automatique effectué par la machine sera confortée avec le nombre d'images qu'on va lui donner. Et je reviendrai un petit peu plus tard sur ce point. Et en fait, nous sommes tous confrontés à cet exercice dès lors que l'on essaie de se connecter quelque part pour être sûr que la personne qui est en train de se connecter est une personne humaine et non pas une machine. Eh bien, on vous demande de reconnaître parfois un pont, parfois un vélo, parfois un bus. Mais faisant cela, sans le savoir, ou peut-être que vous le savez déjà, vous êtes en train d'alimenter eh bien, cette intelligence artificielle d'une capacité de reconnaissance d'images de plus en plus fine et de plus en plus variée. C'est ce qu'on appelle un apprentissage non supervisé.
Alors, concernant la machine learning ou encore l'apprentissage automatique, qu'on devrait plutôt appeler apprentissage statistique, nous abordons depuis une dizaine d'années, un petit peu plus, depuis les années 2010, une autre notion que l'on appelle le deep learning. Le deep learning, c'est une étape supplémentaire dans la complexification de l'apprentissage par les ordinateurs. Parce que nous sommes toujours dans le même contexte. Comment faire pour que les ordinateurs deviennent de plus en plus intelligents, puisqu'on parle d'intelligence artificielle, mais je n'aime pas trop ce mot, je dirais comment les ordinateurs pourraient devenir de plus en plus performants. Alors, si on définit la performance comme étant la capacité de donner la réponse juste pour des circonstances données, eh bien, c'est ça le but. Et en fait, les ordinateurs comme les hommes, eh bien, le but, c'est de donner la bonne réponse pour la bonne question. Si on donne la mauvaise réponse, eh bien, ça n'aidera pas à avancer. Et donc, le but de tout ça, c'est de rendre les ordinateurs plus intelligents, donc plus performants, donc plus à même de donner la réponse attendue face à une situation donnée. Et maintenant, donc, après avoir rappelé cela, eh bien, je vais essayer d'expliciter en des termes simples ce que l'on entend par l'apprentissage profond ou bien le deep learning. Alors, avant de voir ce qui se passe dans un ordinateur, je vais parler plutôt de quelque chose que je maîtrise mieux, à savoir la physiologie humaine et notamment la neurophysiologie. Nous savons que notre système nerveux est équipé de cellules spécialisées que l'on appelle des neurones, qui sont tout à fait particulières dans la mesure où certaines de ces neurones sont capables d'avoir jusqu'à 100 000 connexions avec des neurones voisins ou bien des neurones appartenant à un même réseau neuronal. Donc, ce sont des cellules capables de se connecter avec un grand nombre de ses semblables, d'autres neurones. Et de l'importance de ces connexions neuronales, eh bien, va dépendre les fonctions de notre système nerveux, que ce soit une fonction cognitive ou bien une fonction motrice. Et on sait tout cela. Et lorsque l'on apprend une notion, cette notion-là sera d'autant mieux maîtrisée que les neurones appartenant au même réseau neuronaux sont connectés entre eux et fonctionnent de façon harmonieuse. Voilà la définition d'un fonctionnement neuronal dont je suis sûr vous êtes tous familiers. Maintenant, revenons à ce qui se passe dans la mémoire d'un ordinateur. Alors, dans les ordinateurs, vous savez qu'il y a plusieurs couches de composantes électroniques qui sont connectées entre elles et que, quel que soit le nombre de couches intermédiaires, eh bien, il y a toujours une entrée et une sortie. Et à l'entrée, vous allez donner des informations et à la sortie, vous allez attendre une réponse. Et ce qui se passe au milieu, et ça on le voit avec la boîte noire que tout le monde connaît qui se trouve dans les avions, eh bien, il se passe des choses que l'on ne connaît pas toujours forcément. Mais on sait toujours qu'il y a une donnée à l'entrée et puis une donnée qui serait plutôt une réponse à la sortie. Alors, en fait, ce qui se passe dans les couches intermédiaires, c'est un petit peu comme les neurones d'un réseau de neurones extraordinairement complexe. Et plus il y a de couches, eh bien plus la complexité augmente et plus la probabilité de trouver une bonne réponse sera grande. Et je vais vous expliquer avec la prochaine diapositive, qui est celle-ci. Et puis je reviendrai à la précédente un petit peu plus tard. Ici, l'exercice est relativement simple. Vous allez présenter une photo à un ordinateur et puis ensuite, vous allez demander à cet ordinateur d'identifier la personne qui est sur cette photo. Alors,
vous l'avez reconnu, ou mais si vous ne l'avez pas reconnu, eh bien, je vous dis, c'est simplement c'est George, donc George W., non pas George W. Bush, mais George Washington. Et donc, c'est la photo du président des États-Unis. Et la raison pour laquelle l'ordinateur est capable de reconnaître la personne sur la photo est simplement dû au fait que cette photo sera pixelisée et ensuite les couches de composantes électroniques que l'on appellera des couches de neurones informatiques qui sont qui font l'interface ici, eh bien, vont permettre de reconnaître l'une le menton, l'autre un bout de cheveux, l'autre un bout d'oreille, l'autre un bout de nez. Ils vont mettre tout ça ensemble et enfin, ils vont comparer ça avec les différentes photos que l'ordinateur a déjà dans sa base de données, dans sa mémoire, et ensuite proposer la solution qui puisse correspondre le mieux à celle que cet ordinateur a déjà dans ses propres données, c'est-à-dire dans sa mémoire. Et en fait, quand je viens de dire cela, eh bien, je viens de vous expliciter la simple méthode de ce qu'on parle maintenant beaucoup, qui est à la mode, qui est la reconnaissance faciale. Donc, avec les caméras que l'on met, eh bien, on va essayer, on va pouvoir faire des reconnaissances faciales. Alors, ça peut aller du plus complexe au plus simple. Actuellement, avec la crise sanitaire, ce qui se passe parfois en France, c'est simplement des programmes informatiques capables de reconnaître, de savoir si les personnes qui sont réunies dans un lieu donné mettent un masque ou pas. Donc, c'est sur des critères relativement simples. Et puis ensuite, on peut complexifier le test en demandant à la machine de savoir si la personne met un masque, c'est-à-dire avoir un blanc dans sa face, si ce masque-là est bien positionné, à savoir couvrant à la fois la bouche et le nez ou non. Donc voilà, donc c'est exactement sur le même principe que ce qu'on appelle le deep learning ou bien l'apprentissage profond, ou bien l'apprentissage par couche neuronale, est basé pour pouvoir affiner les choses. Et là encore, la capacité ou bien l'efficacité de cette approche sera d'autant plus grande que les différentes couches intermédiaires sont alimentées par des notions de plus en plus diversifiées et que la base de données avec des images contre lesquelles on va confronter la proposition sera riche. Alors maintenant, juste pour revenir à la notion précédente, c'est que la raison pour laquelle on appelle cet apprentissage l'apprentissage profond, bien l'apprentissage par réseaux neuronaux, avec justement cette analogie avec le système nerveux, c'est que nous savons tous que en fait notre système nerveux n'arrête pas d'apprendre par une succession d'erreurs et d'ajustements. Dès le plus jeune âge, lorsqu'on a appris à marcher, eh bien, je ne me rappelle plus le nombre de fois où j'étais tombé, mais probablement un grand nombre de fois. Et c'est en tombant que j'apprends qu'en mettant ma force musculaire avec une telle intensité à tel membre, eh bien, ça va me permettre de maintenir l'équilibre et donc ensuite d'utiliser la variation de la force musculaire. C'est ainsi que j'ai pu mettre un pied devant l'autre et donc apprendre à marcher. Ça, c'est ce que nous avons appris lorsqu'on était jeune. Maintenant, à l'âge adulte, et là, c'est un exemple que j'ai pris peut-être parce que certains d'entre vous sont adeptes de ce sport, qui est le golf, mais on sait aussi que la justesse du mouvement dans ce sport, pas uniquement dans celui-ci, mais dans celui-ci particulièrement, où la justesse de mouvement prime sur la force et la vitesse. Et c'est cette justesse de mouvement s'apprend par vous-même avec l'efficacité que vous allez mettre en envoyant la balle de golf là où il faut l'envoyer. Donc voilà. Donc notre système nerveux utilise cet apprentissage avec ajustement, comparaison et puis réajustement continuel et ceci nous permet de progresser tout comme les machines vont utiliser ceci parce que à la fin, lorsque
que la machine propose une donnée à la sortie, donc propose une solution, cette solution sera confrontée avec cette fois-ci non plus la machine, mais la personne, c'est-à-dire nous, hein, derrière la machine, pour dire si la solution est exacte ou pas. Et donc, c'est ça, cet apprentissage, la machine propose et ensuite on va donner une réponse et avec cette réponse-là, eh bien, la machine va apprendre. Si c'est la bonne réponse, eh bien, elle va être confortée. Alors, j'ai oublié aussi de dire une chose, c'est que le fait de conforter une bonne réponse va donner plus de poids à cette réponse, c'est-à-dire à cette voie neuronale pour la prochaine fois. Et donc, si je reviens à l'analogie neuronale, eh bien, cette analogie dit que l'intensité de connexion entre deux neurones va dépendre de la quantité de neuromédiateurs qui vont être libérés à l'endroit qui est la synapse. Ça, c'est ce qui se passe en physiologie humaine. Maintenant, en termes d'intelligence artificielle au niveau d'ordinateur, il n'y a évidemment pas de neurotransmetteurs, mais simplement le poids que l'on donnera à certaines voies privilégiées, et ce poids-là va dépendre du nombre de fois où, en utilisant cette voie, on arrive à la bonne réponse. Donc, en d'autres termes, ici, vous pouvez tracer autant de voies que vous voulez. Toutes ces voies-là n'ont pas le même poids de décision. Celui qui a le plus réussi sera celui qui sera utilisé en premier, aura plus de poids que l'autre. Voilà, donc on a vu ensemble ce qu'est un apprentissage automatique ou bien une machine learning avec les deux façons de faire, la façon supervisée et la façon non supervisée. On a pris l'exemple de la reconnaissance faciale pour exemplifier ce qu'est l'apprentissage profond. Et maintenant, il me reste une dernière notion qu'utilisent très souvent les personnes qui manient la notion d'intelligence artificielle à partager avec vous. C'est ce qu'on appelle une analyse en composantes principales. Encore PCA, pour Principal Component Analysis, qu'utilisent les auteurs anglo-saxons. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est simplement le fait que, et là je vais prendre l'exemple d'analyse d'un objet que j'aime bien, qui en fait est une théière. Et donc, ça a une forme particulière que nous avons tous reconnue, mais vous savez que cette forme-là est ni trop complexe ni trop simple. Ce n'est pas un ballon et ce n'est pas un objet d'art moderne. Ça a certaines caractéristiques, mais que ces caractéristiques font que, en fonction de l'angle de vision, donc de l'angle ici c'est une caméra, hein, en fonction de l'angle de vision, donc de la photo que vous allez prendre, eh bien vous allez avoir une image différente. Et comme il est très difficile de mettre en programmation toutes les caractéristiques d'un objet donné, ici, ces auteurs ont dit, eh bien, on va dire qu'une théière, qu'est-ce qui est important? C'est le fait d'avoir un bec verseur, le fait d'avoir une poignée pour qu'on ne se brûle pas lorsqu'on prend la théière dans la main, et le fait peut-être aussi d'avoir ici une cupule, enfin quelque chose au-dessus pour empêcher la chaleur de s'échapper. Et donc, on va dire que ce sont les trois composantes principales d'une théière. Et après, si ces trois composantes sont présentes, quel que soit l'angle de l'image que vous allez prendre de cet objet, en fonction du positionnement de la caméra, eh bien, une fois que ces trois composantes sont présentes, vous pouvez proposer la solution, donc la donnée de sortie, en disant que c'est une théière. Donc, en fait, dans tout ce que l'on fait, que ce soit des données médicales, une reconnaissance faciale, eh bien, les gens adoptent toujours cette approche par analyse en composantes principales. Donc, pour revenir à la pneumologie et pour parler d'un domaine que je connais un petit peu, à savoir l'exploration fonctionnelle respiratoire, eh bien, je dirais que pour déterminer le syndrome obstructif ou bien le syndrome restrictif, je vais plutôt prendre tel ou tel paramètre plutôt que d'autres. Mais je vais en prendre quelques-uns. Donc l'obstructif, ce serait plutôt les débits et puis peut-être un volume sur lequel je vais rapporter ce débit, à savoir la capacité vitale, soit lente, soit forcée. Et puis ensuite, je peux éventuellement m'aider d'autres débits que sont des débits intermédiaires ou bien le débit expiratoire de pointe. Ce sont mes composantes principales pour
déterminer le diagnostic d'un syndrome respiratoire. Je pourrais continuer comme ça avec le syndrome restrictif, mais comme je suis sûr que ce sont des notions que vous connaissez, donc je ne vais pas vous embêter davantage avec cela. Mais ceci, en fait, et pour ramener à la vie réelle, eh bien, est très important. Parce que maintenant, je vais m'écarter complètement de la médecine, mais sur un sujet qui n'est pas moins inintéressant, qui est la conduite automatique. Donc, c'est aussi très à la mode. Donc, ici, vous avez une voiture et vous avez tous remarqué qu'il n'y a pas de chauffeur dans cette voiture. Et pourtant, elle roule. Bon, là, on ne voit pas qu'elle roule, mais croyez-moi, elle roule. Donc, une voiture qui roule sur une route sans chauffeur doit être une voiture qui doit être capable de reconnaître des objets qui pourraient être dangereux. Et ici, je montre deux objets. D'une part, une grosse pierre et d'autre part, un gros carton chiffonné et qui ressemble de loin à une grosse pierre. Et donc, toute la difficulté ici, avec cette analyse en composantes principales, en utilisant les méthodes d'apprentissage profond ou bien par réseaux neuronaux, eh bien, c'est de distinguer ces deux objets. Puisque pour l'un, on va prendre l'exemple de la pierre, si vous le confondez avec le morceau de carton, et si vous roulez dessus, eh bien, vous allez avoir un accident. Alors que pour l'autre, je vais prendre l'exemple du carton, si vous le confondez avec la pierre, eh bien, vous allez l'éviter et vous allez perdre du temps. Bon, évidemment, dans le deuxième cas, l'erreur est moins dramatique que dans le second. Mais dans les deux cas, il s'agit des erreurs. Et nous sommes ici dans un cadre de performance de la machine. Donc, il faut éviter de faire des erreurs. Et donc, c'est pour ça qu'il est important de distinguer ici la grosse pierre avec le carton. Et on peut l'appliquer à tout ce que vous voulez dans le domaine policière, politique, économique et bien sûr médical, celui qui nous intéresse. Donc cette analyse est très importante et on peut l'appliquer à la médecine. Donc vous avez ici un nodule pulmonaire. Est-ce que c'est un nodule qui traduit l'existence d'une tumeur naissante ou bien est-ce que c'est un nodule bénin? Toute la question est là. Pareillement pour les analyses d'images de type anatomopathologique. Est-ce que ce sont des anomalies, et là je n'ai pas de compétences pour vous parler dans le détail, mais est-ce que ce sont des images d'anatomopathologie d'une tumeur ou bien simplement d'une anomalie certes, mais non tumorale. Donc, toute cet affinement, cette amélioration de la performance est toujours nécessaire et quand bien même l'intelligence artificielle est déjà là pour l'imagerie et notamment pour les radiologues. Elle est déjà là pour aider certains anatomopathologistes. Et j'aurai un exemple pour vous montrer concernant l'exploration fonctionnelle respiratoire. Eh bien, il faut toujours et encore améliorer parce que autant l'erreur est humaine, l'erreur est aussi un problème d'ordinateur. Donc, je terminerai mon exposé sur deux autres notions. Et bien, toutes les deux sont basées sur un autre domaine qui est intimement lié avec l'intelligence artificielle, à savoir le maniement de ce qu'on appelle des big data, mais en fait, en français, on appelle ça des données massives. En fait, que ce soit l'anglais ou le français, ça veut simplement dire que nous sommes aujourd'hui vraiment submergés par des données venant de toutes parts. Et avec le développement des réseaux sociaux, les choses ne s'arrangent pas. Il y a de plus en plus de données et pourtant, on peut, à côté du mauvais, eh bien, utiliser le bon côté de cette arrivée de données. Et en fait, ces données-là, de toutes les façons, ils sont stockés. Ils sont stockés eh bien, dans les bases de données des réseaux sociaux. Ils sont stockés, chaque fois qu'il y a une donnée, il y a une possibilité de stockage. Maintenant, si je reviens à la médecine, eh bien, ces données peuvent être des données administratives, comme on peut les avoir au niveau de l'administration de l'hôpital. Ça peut être des données de l'environnement, donc est-ce qu'il a fait beau, est-ce qu'il a fait chaud, est-ce que la pollution atmosphérique est à tel ou tel niveau, tel ou tel jour. Bien sûr, des données provenant
des banques génomiques ou bien cellulaires, c'est ce que nous avons aussi, et avec cela, il faut s'adjoindre eh bien d'autres données provenant de vos habitudes de vie, de votre niveau socio-économique. Et puis, finalement, n'oublions pas, hein, il y a aussi des données scientifiques ou bien des données dites scientifiques qui, jusqu'à maintenant, eh bien, est essentiellement basée sur des opinions d'experts que vous êtes, ou bien sur les données publiées dans la littérature. Mais dans le monde futur, nous y sommes déjà un petit peu, mais de plus en plus, eh bien, ces données dites scientifiques ne sont qu'une partie des données que l'on va colliger et que l'on va essayer de mettre tout ça en musique afin d'affiner de plus en plus les conduites à tenir vis-à-vis des malades et des maladies. Et je vais l'expliciter dans les 2 ou 3 prochaines diapositives. Donc cette diapositive, en fait, elle exprime la même chose que celle-ci. Donc je vais la passer. Et simplement, donc, je vais développer cette diapositive et celle qui va suivre juste après. Actuellement, que faisons-nous? Nous basons sur ce qu'on appelle des recommandations, des guidelines pour parler franglais. Et ces recommandations eh bien, sont basées sur des données de littérature, éclairées par les opinions d'experts, dont certains d'entre nous sommes, et puis ensuite, ce qui va nous permettre d'établir des algorithmes. Et cela constitue ce qu'on appelle une recommandation, qui bien sûr est sans cesse mise à jour en fonction de nouvelles données. Mais vous conviendrez avec moi que c'est quelque chose bien que solide, eh bien, est relativement pesant dans la mesure où c'est peu évolutif ou bien ça évolue à un rythme probablement pas suffisamment rapide. Et à côté de cela, nous avons, ou bien nous pourrions avoir, eh bien, des données beaucoup plus dynamiques avec le retour en temps réel de tel ou tel effet secondaire avec tel ou tel médicament, ou bien de tel ou tel effet thérapeutique avec tel ou tel médicament. Ce qui va vous permettre d'affiner sans cesse à la fois les effets secondaires observés que les effets thérapeutiques observés dans tel ou tel cadre. Et cela va permettre de moduler les recommandations pratiques et puis aussi de mettre en garde contre les effets secondaires. Et cela, ça peut être fait à une vitesse qui correspond à la vitesse de ce qui se passe tous les jours. Et ça va permettre très probablement, dans un futur proche, d'affiner et de rendre notre comportement plus proche de ce que nous appelons la vie réelle. Vous connaissez comme moi, sinon mieux, la différence entre une étude clinique randomisée et contrôlée, faite dans les soi-disant règles de l'art, et une étude faite en vie réelle. Bien sûr, avec aussi des règles rigoureuses des méthodologies, mais les études en temps réel collent davantage à ce que nous voyons avec nos patients que des études randomisées, puisque dans les études randomisées, pour prendre juste un exemple, les patients asthmatiques qui fument eh bien, ne sont pas inclus. Et pourtant, le fait de fumer chez un patient asthmatique donne des modifications à la fois physiopathologiques et puis thérapeutiques qui sont intéressantes. Donc, voilà une première remarque. Et la deuxième remarque va nous permettre de revenir quelques années en arrière, mais pas plus, en disant, en soulignant cette nécessité de phénotyper nos patients
quand bien même ces patients-là appartiennent à une même entité nosologique, à un même groupe diagnostique. Alors là, ici, j'ai repris la publication d'Alvaro Agusti, que vous connaissez tous sans doute, et qui nous a rappelé, hein, non pas appris parce que c'est quelque chose que l'on savait déjà, qui nous a rappelé qu'en fait, tous les patients ne sont pas les mêmes, quand bien même ils ont le même diagnostic porté par le médecin. Et notamment dans la BPCO, eh bien ici, je vais parler couleur pour être simple, on peut phénotyper, et donc on peut clusteriser, pour utiliser un autre terme franglais. Donc on peut phénotyper ces patients en 4 groupes avec 4 couleurs différentes. Alors vous allez me dire, à quoi cela sert? Eh bien, cela sert à ceci. Si on dit que dans un même groupe de patients porteurs d'une même maladie, la BPCO, s'il y a des patients chez qui un traitement donné n'a pas du tout d'effet, d'accord, mais n'a pas du tout d'effet thérapeutique, mais n'a pas non plus d'effet secondaire. C'est ce premier groupe. Et le deuxième groupe, ce sont des patients qui n'ont pas d'effet thérapeutique, qui ne répondent pas au traitement, mais qui en plus font des effets secondaires. Donc cela, il faut vraiment éviter de donner le traitement à ce groupe-là. Le groupe idéal, ce sont les groupes qui vont répondre au traitement et qui n'ont pas d'effets secondaires. Et puis, le groupe sur lequel il faut vraiment peser le pour et le contre, ce sont ceux qui vont répondre au traitement, mais qui en même temps présentent des effets secondaires. Donc, c'est le ratio bénéfice-risque que tout un chacun d'entre nous doit peser à chaque fois que l'on prend une décision concernant le traitement chez tel ou tel patient. Donc voilà, donc ça permet de classer ces patients en différents groupes. Et évidemment, si on arrive à le faire, dès lors que nous sommes ici dans les 2 cadres qui se trouvent à droite, là on dit on ne donne pas de traitement. Et si nous sommes dans le cadre qui est à gauche, eh bien on dit qu'on va donner le traitement les yeux fermés lorsqu'il s'agit de ce groupe-là, et on va donner le traitement tout en faisant très attention s'il s'agit du groupe qui se trouve en bas et à gauche. Ça, c'est une première étape et c'est déjà un progrès qui est considérable. Sauf que maintenant, eh bien, nos patients, ils ne sont ni tout jaunes, ni tout rouges, ni tout blanc, ni tout bleu, ni tout vert. Mais en fait, certains patients ont un petit peu de jaune, un petit peu de rouge. Certains même ont peut-être les 4 couleurs, avec une prépondérance d'une couleur par rapport à une autre. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est que le même patient peut varier sa palette de couleurs en fonction de l'histoire naturelle de sa maladie. Et là, eh bien, nous avons besoin d'autres outils pour déterminer à un instant T donné, pour savoir si le patient, si monsieur X ou madame Y, que vous connaissez bien, eh bien, est plutôt vert avec un vert jaune ou bien vert gris. Voilà. Donc tout ça, et je pense qu'avec les données de la vie réelle, en passant par les big data et en s'aidant des approches d'intelligence artificielle, ça va nous permettre d'affiner le diagnostic à un instant T donné pour un patient. En fait, tout ce que je viens de dire, eh bien, sans l'avoir dit, ce n'est rien d'autre que de la médecine personnalisée. Et que cette médecine personnalisée, en fait, et la raison pour laquelle il y a ce mélange de couleurs, et si on revient maintenant à des choses plus concrètes, c'est que vous n'avez pas juste une seule couche. Alors ici, on va prendre le cas le plus simple, qui est la comorbidité. Vous savez que chez nos patients, ils n'ont pas qu'une maladie. Ils ont d'autres maladies qui coexistent avec la maladie pour laquelle vous traitez. Et donc, ça présente un étage. Mais à côté de cette comorbidité, et pour les mêmes malades qui ont les mêmes comorbidités, en fonction de leur habitude de vie, donc ici, donc le milieu dans lequel ils vivent, en fonction de leur background génomique, c'est-à-dire de leur état immunitaire, de leur capacité à réparer les dommages, et puis, et tout ça bien sûr basé sur un fond génétique, eh bien fait qu'aucun patient ne ressemble à un autre.
quand bien même ils peuvent être classés dans des groupes. Donc voilà, donc je vais peut-être passer simplement pour dire, parce que l'heure avance, pour dire que dans les années 50, à l'époque des années 50 jusqu'aux années 70-80, on a vu l'émergence de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Et on a tous connu ça, hein. On a tous, pour ceux d'entre nous qui jouent aux échecs, eh bien, on a tous joué contre des jeux d'échecs réglés par ordinateur. Et donc, jusqu'alors, eh bien, on arrive à battre la machine, en tout cas, pas moi, mais peut-être vous qui êtes doués aux échecs, non, on arrive à les battre. Jusqu'au jour où, eh bien, les premiers ordinateurs ont réussi à battre même les plus grands champions d'échecs. Et en fait, après le jeu d'échecs, à côté du jeu d'échecs, il y a un jeu qui est plus simple à jouer, à maîtriser, mais beaucoup plus compliqué à programmer que le jeu de Go. Et le jour où l'ordinateur de Go arrivait à battre le champion de Go, ça a fait comme une espèce de cataclysme dans le monde de l'intelligence artificielle et des joueurs, parce que pour programmer un ordinateur de Go, c'est autrement beaucoup plus compliqué que programmer un ordinateur de jeu de dames ou bien de jeu d'échecs. Et maintenant, le futur, c'est que probablement l'intelligence artificielle va être plus performante que l'être humain. Mais là, plutôt que d'être alarmiste, je dirais que, in fine, c'est quand même l'homme qui allume et qui éteint la machine, et qu'il faut que l'on s'aide de cette intelligence artificielle pour améliorer nos propres performances. Et sur ce, eh bien, je vais conclure mon topo d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Tuan, pour ce topo à la fois très clair, d'apparence relativement simple, mais qui introduit énormément de notions. On va entamer la discussion, mais si tu veux, j'avais plusieurs questions, mais une surtout, on va commencer par la fin, à propos des données massives. C'est toujours très impressionnant de voir des nuages de données, et à partir de là, on va créer des groupes, et tu as prononcé le mot, on va aboutir à une médecine personnalisée. J'y crois volontiers, mais je suis quand même assez méfiant, et je vais prendre un exemple. Dans le cadre de la pandémie Covid, quelle est l'influence de la température ambiante? Ça fait 1 an et demi qu'on se pose la question. Il y a des papiers qui sortent régulièrement. Aucun n'est tranché. Et je lisais encore ce matin une sorte de revue de la littérature sur The Conversation. On ne sait pas très bien. Parce qu'il y a des données contradictoires sur un paramètre simple. Quelle est l'influence de la température? Nous sommes tous concernés, tout au moins pour les pays du Nord, parce qu'on arrive en été, on se dit peut-être que c'est favorable, peut-être que ça ne l'est pas, et quelle est l'influence? Donc, je trouve que ça pose question. C'est vrai, mais en fait, ça souligne simplement le fait que là, on essaye de donner une réponse concernant un paramètre précis qui est la température. Alors qu'on sait que ce paramètre-là est influencé par beaucoup d'autres paramètres, d'une part, et que d'autre part, ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la capacité de propagation du virus, en fait, elle dépend aussi de beaucoup d'autres paramètres. Et ce que je dirais, c'est que un jour arrivera sans doute où on pourra dire précisément le rôle de chacun des paramètres, mais pour l'instant, je reviens à ce que j'ai appelé cette analyse en composant principal, qui reste essentielle, qui va nous donner à très, très grossier les tendances pour nous aider à affiner. Si tu veux, en fait, pour reprendre l'analogie de la figure ou bien de la photo, si on arrive à faire de la reconnaissance faciale, c'est parce que c'est quelque chose de figé. Mais maintenant, concernant la médecine, ce qui nous intéresse, eh bien, je pense qu'on ne pourra pas tout de suite, hein, mais simplement dire, voilà, c'est une tendance, vous appartenez à cette tendance-là, et donc on vous range dans cette tendance, on va vous traiter comme ça.
C'est une Donc, tendance. oui, c'est une tendance et une médecine, je dirais, personnalisée, mais en groupe, mais pas en individuel. Yves. Merci beaucoup, Anne. Hein. Ça a été une conférence vraiment très, très bien. J'ai compris beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, j'aimerais revenir sur un concept qui est la dispersion des données. Ta première image ou ta deuxième image était très simple parce que tu avais en rouge le malade, en fait la maladie, puis en bleu, tu avais la santé. Et puis, donc, de chaque côté de ta ligne, ça passait très bien. Et là, je me suis souvenu quelque chose qu'on nous a appris très, très rapidement quand j'ai fait mes études et puis qu'on nous parlait en reproduction, de la reproduction, c'était la dispersion des données entre la progestérone et les valeurs en estradiol chez les femmes enceintes. Et à l'époque, ça fait déjà 40 ans, il y avait des études où il y avait, je ne sais pas, moi, 300, 400, 500, 1000 femmes où on avait mesuré les niveaux de progestérone en grossesse et les niveaux d'estradiol en grossesse. Et la théorie disait, ben, quand tu es enceinte, tu as besoin de progestérone, puis quand tu n'es plus enceinte, tu as besoin d'estradiol. Et là, quand on regardait chez les populations de femmes enceintes la dispersion de la progestérone et d'estradiol, c'était faux. C'est-à-dire que tu avais des femmes qui avaient des très hauts niveaux de progestérone, puis d'autres femmes qui avaient des niveaux très bas de progestérone. Donc, ça semblait contredire la théorie. Jusqu'au jour où finalement quelqu'un, et je ne me souviens plus de son nom, a dit non, c'est pas comme ça qu'il faut le regarder. Ce qu'il faut regarder, c'est la proportion de la progestérone et de l'estradiol. Et donc, on s'est dit, et là, si tu veux, la théorie a pris toute son ampleur. Ce n'est pas les valeurs individuelles, c'est le ratio P sur E2 qui est important. Donc, si tu as beaucoup de progestérone, tu vas avoir plus d'estradiol, ton ratio va être à 10. Si tu as moins de progestérone, tu vas avoir moins de progestérone, mais tu vas avoir aussi moins d'estradiol. Ton ratio est à 10. Et là, mais ça, les ordinateurs n'ont jamais été capables de nous le donner, n'ont jamais été capables de nous le dire. Donc, c'est un cas où la notion de la... Pourtant, c'est simple, c'est juste 2 données. Comment ça se fait que l'ordinateur n'a jamais été capable de nous expliquer ça? Je vais te dire pourquoi. Tout simplement parce qu'à l'époque, les gens qui ont programmé les ordinateurs n'avaient pas pensé à faire cela. Tout simplement. C'est-à-dire qu'ils avaient simplement pensé à rentrer les données individuelles pour chacun des paramètres. Ils n'ont pas pensé à introduire le ratio. Mais je vais peut-être profiter de la remarque d'Yves pour repartager mon écran et simplement vous montrer une chose qui me semble importante et sur laquelle je suis passé très rapidement, concernant justement la dispersion des données. Donc, je vais la retrouver tout de suite. Et ensuite, et ça nous permet véritablement d'aborder une notion qui est importante. Alors, déjà, concernant la dispersion des données, donc j'ai voulu montrer ça. Je pense que vous voyez tous mon écran. Hein. Oui. D'accord. Oui, donc, en fait, là, c'est simplement une approche classique, utilisant simplement un test, qui est un test de la technique des oscillations forcées. Et là, on regarde sur cette diapositive, même si c'est en tout petit, eh bien, même si en moyenne, eh bien, les patients asthmatiques ou bien les patients BPCO ont une valeur qui diffère de celle des valeurs de celle des sujets témoins, mais là, on voit que si on regarde des données individuelles, pour certains individus, ils ont exactement les mêmes valeurs que celles des sujets sains. Donc, ce qu'on avait dit, c'est que il vaut mieux éviter à chaque fois de se baser uniquement sur une seule critère. Et ça, c'est une étude très intéressante qui simplement disait que si on vise la cible qui est au milieu, là, eh bien, plus on utilise de données, plus on s'approche de la cible. Et donc, très simplement, ici, si on n'utilise que l'examen clinique,
on cerne la cible, mais de façon assez large. Ensuite, si on rajoute la spirométrie simple, ensuite la mesure des volumes pulmonaires, à savoir le volume résiduel et la CRF, la mesure de la résistance et la mesure de la DLCO, à chaque fois, eh bien, vous allez pouvoir vous approcher davantage de la cible. Et puis, on avait fait une autre étude à Cochin pour voir comment peut-on eh bien, affirmer l'existence d'une pathologie interstitielle chez un patient en se basant sur les EFR. Donc, la présence de la pathologie interstitielle sera affirmée à la fois par la clinique et puis par le scanner. Eh bien, on s'aperçoit que si on n'utilise qu'un seul paramètre, eh bien, on arrive à laisser passer des malades, alors que si on utilise un ensemble de paramètres, eh bien, on arrive à distinguer les deux groupes de malades de façon assez facilement. Et puis enfin, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Donc là, ici, ce que l'on a l'habitude de faire maintenant, Yves, c'est qu'à chaque donnée individuelle, on essaye de voir dans quel groupe il appartient, donc avec quel autre paramètre il est en liaison. Et c'est là où, quand bien même tu peux avoir, je ne sais plus si c'est la progestérone ou bien l'oestrogène, qui tout seul n'est pas différent de l'autre groupe, mais maintenant si tu le connectes avec un autre paramètre, ici le ratio, eh bien tu vas pouvoir distinguer les deux groupes de malades. Donc il faut avoir de plus en plus de données et c'est pour ça que l'analyse des données massives peut parfois être intéressante. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est aussi une réponse à la question que je posais tout à l'heure à propos d'un paramètre, c'est-à-dire la température. Oui, voilà, absolument. Alors, est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à intervenir. Il y a beaucoup de monde dans la salle. Oui, il y a énormément de gens dans la salle. N'hésitez pas. Il y a Gisèle. Voilà, Gisèle. Bien. Oui, allez-y, Oui, madame. Gisèle, on vous écoute. Je suis là. Vous m'entendez? Oui, très bien. Allez-y. Voilà, bonjour à tous. Bonjour. On est content d'être de retour parmi vous parce qu'on a eu un moment de rupture au Burkina. Et maintenant qu'on peut se connecter via Teams et tout, bon. Alors, je suis là avec toute une équipe de nos DES en pneumologie. Oui, à Ouaga, hein, c'est bien ça? Oui, à Ouaga, c'est ça. Très bien. Ben, écoutez, bienvenue à tous. On est ravis de vous accueillir. Merci. Voilà. Donc, merci beaucoup au professeur Tuan. Voilà, on a écouté vraiment avec un très grand intérêt. Et moi, ça m'a fait réfléchir à beaucoup de choses qui peuvent nous aider, surtout dans le contexte où des fois on évolue, on n'a pas de spécialistes dans certaines régions pour pouvoir répondre à des questions. Voilà, on a des examens, surtout dans le domaine de la radiographie. Aujourd'hui, on parle beaucoup de radiographie digitale. Même de plus en plus des tout petits appareils portables qu'on peut amener dans les régions où l'accès à la radiographie est très difficile. Donc, moi, est-ce que vous avez vraiment quelle approche on pourrait avoir pour bénéficier de telles technologies dans le contexte où on exerce? C'est surtout ça que, voilà, sur ce plan déjà de la radiographie, et puis aussi des spirométries, par exemple. Tout à fait. Parce qu'on a les appareils, mais des fois, on n'a personne pour interpréter. Oui. Alors, en fait, pour l'un comme pour l'autre, il existe maintenant des logiciels qui vont vous permettre de faire des interprétations. Alors, comme toujours, il s'agit de mettre le curseur là où c'est le plus sécuritaire pour tout le monde. Et donc, je pense que regarder une radio et dire qu'elle est normale, eh bien, c'est quelque chose que tout médecin est capable de faire. Maintenant, imaginons que vous soyez dans une région où il n'y a absolument pas de médecin. Et donc, vous pouvez très bien faire des radiographies de masse et puis ensuite utiliser un logiciel en disant qu'on ne va retenir les radios où il y a une anomalie et ensuite on ne va soumettre cette radio-là à un examen fait par un médecin ou bien par un radiologue. Et donc, la même chose concernant les EFR, c'est très simple, il suffit d'avoir un logiciel qui dit que si
tous les résultats donnent des valeurs qui sont supérieures à 90% des valeurs théoriques, dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin d'envoyer des résultats DFR pour interprétation, puisque c'est normal. Vous voyez? Donc, ça, c'est quelque chose que l'on peut très bien imaginer. Il y a déjà des sociétés qui commercialisent des logiciels, mais de façon beaucoup plus sophistiquée. C'est-à-dire qu'ils proposent même de faire une interprétation fine des EFR avec tous les syndromes restrictifs, obstructifs, les syndromes mixtes, etc. On n'a pas besoin de cela. En revanche, simplement, s'ils nous disent, ben voilà, ils peuvent screener un grand nombre d'examens pour dire qu'il n'y a pas de souci, ils sont normaux, et les autres, eh bien, vont être envoyés à des spécialistes. Gisèle nous parlait à l'instant de la radio dans des endroits sans radiologue. Oui. On peut citer, je ne sais pas s'il y a des Sénégalais dans la salle, mais je sais qu'en radiologie en particulier, il y a des expériences de cet ordre au Sénégal qui sont appliquées dans des régions reculées. Et à partir du moment où les radios sont normales, il n'y a pas de problème. Mais si les radios sont anormales, à ce moment-là, les clichés sont centralisés à Dakar, à Thiès ou à Saint-Louis, c'est-à-dire sur des grands centres où ils disent bah non, finalement, ce sont des artefacts, il n'y a rien de grave, au contraire, il y a quelque chose. Donc, c'est probablement quelque chose qui est tout à fait applicable. Et comme me disait Tuan il y a un instant, il suffit de discriminer ce qui est considéré comme normal que ce qui ne l'est pas et vérifier pourquoi ça ne l'est pas. Oui. Et éliminer les artefacts. C'est ça. Merci Gisèle pour votre question. Y a-t-il une autre question dans la salle? Oui, non, c'est quelqu'un qui entre. J'avais une question un peu... Ah ben si, il y a notre ami Paratian qui veut intervenir. Non, mais il va si tu as des questions. Vas-y. Si tu veux poser la question. Oui, alors, mais merci beaucoup, le professeur Chouang. J'ai beaucoup appris. Je pense que c'est très palpitant comme méthode de demain, parce qu'on va avancer énormément en médecine et dans d'autres domaines. Mon problème à moi, c'est que ce qui t'inquiète, ce côté palpitant, mais il y a aussi cette inquiétude pour moi, c'est que si on essaie de voir dans 50 ans, par exemple, est-ce que ce système-là, ce système robotique ne va pas devenir justement notre maître? C'est-à-dire qu'effectivement, que l'homme va se réduire justement en esclave de cette forme d'intelligence, parce que quand on voit que maintenant, au niveau d'échecs, effectivement, il commence à nous battre, qu'il nous donne des diagnostics, et dans 50 ans, qu'est-ce qui se passerait? Peut-être ils seront maîtres de l'homme si on ne fait pas attention. Est-ce qu'il n'y aura pas aussi une éthique à mettre en place à ce niveau-là pour qu'on reste toujours maître de cette situation? Merci. Alors, une bonne question, oui. Non, je pense qu'en effet, c'est une question qui revient souvent. Bon, moi, je dirais simplement ceci, c'est-à-dire que effectivement, c'est toujours un risque, mais ce risque ne surviendra que s'il y a une autonomie des ordinateurs. Et donc, dès lors que l'on a toujours le contrôle des ordinateurs, à mon avis, il n'y a pas de crainte à avoir. Bien sûr, il faut toujours être vigilant, mais moi, je verrais plutôt le côté utile de la chose. Et en quoi cela est utile? On a vu tout à l'heure avec ce que disait Mme Gisèle, c'est que, en fait, ça va nous permettre de débroussailler beaucoup de choses et de réserver nos ressources, c'est-à-dire des personnes compétentes, pour vraiment soigner des cas difficiles et des cas compliqués. Et ça nous permet aussi, parce que n'oublions pas, hein, malgré le fait que la médecine du XXIe siècle maintenant peut faire des choses extraordinaires, il y a encore trop de malades qui meurent de maladies qui sont facilement soignables et qui ne sont pas soignées, justement, qui ne sont pas diagnostiquées. Donc il faudra qu'on s'aide de cela pour utiliser encore un terme en anglais, je m'excuse, pour screener, pour détecter un plus grand nombre de cas et ensuite concentrer nos efforts là-dessus.
Et là, je suis persuadé que la machine peut nous aider. Imaginez que cette reconnaissance faciale que tout le monde écrit comme étant une atteinte à la liberté, effectivement, ça peut l'être. Mais si on peut l'utiliser, et j'avais un autre cas, j'avais une diapositive, mais je ne vais pas vous la montrer parce qu'on ne va pas perdre du temps, où les gens, simplement en prenant une photo, des personnes, et puis en prenant des mensurations de la partie mandibulaire, ils arrivent à détecter des personnes qui sont à risque de faire une apnée du sommeil. Et chez ces gens-là, ensuite, ils les orientent pour faire une polysomnographie et ils arrivent à détecter, eh bien, dans 8 cas sur 10, une véritable apnée du sommeil chez des personnes qui, en d'autres temps et sous d'autres cieux, n'iraient jamais voir un pneumologue ou bien un spécialiste du sommeil pour se faire détecter. Je voudrais juste ajouter un commentaire à ça, si vous permettez. Oui. Oui, Paracia, tu as tout à fait raison, hein? Mais je pense qu'effectivement, comme c'est dans le cas dans beaucoup d'autres domaines, on ne peut pas y échapper. La machine est lancée et puis les ordinateurs vont devenir de plus en plus performants. Mais ce faisant, je pense qu'il va falloir aussi à côté avoir des normes éthiques de plus en plus rigoureuses, sévères, pour justement éviter toute forme de débordement. Puis un des exemples de ça, c'est la bombe atomique. Hein? Je veux dire, ça peut être extrêmement utile, mais ça peut être extrêmement dévastateur. Et probablement que s'il y avait eu des normes éthiques très, très élevées, peut-être que la planète aurait pu échapper à la fabrication de ces bombes atomiques-là. Puis je pense qu'on ne s'en porterait pas plus mal pour autant. Hein? Oui, puis il y a également un autre point dont tu n'as pas parlé, tu l'as évoqué, c'est le problème de la plasticité. La plasticité cérébrale, c'est bien connu. La plasticité des ordinateurs, je me fie à un livre écrit par Catherine Malabou qui connaît bien le problème. Elle a écrit il y a 3 ans, un ordinateur n'est capable que faire du calcul. Autrement dit, tu lui donnes des données et il va finir par te battre au jeu de Go si tu lui donnes assez d'éléments pour te battre. Mais il ne va pas aller plus loin. Et elle a écrit un livre l'année dernière en disant, mais aujourd'hui, un ordinateur est susceptible d'avoir une plasticité cérébrale, c'est-à-dire d'inventer des circuits qui ne sont pas prévus par le constructeur. Or, si en médecine, tu as raison d'insister sur de rester très pragmatique, mais on peut très bien imaginer demain que ton ordinateur dit il n'a rien compris du tout aux explorations fonctionnelles respiratoires, moi je vais lui montrer d'autres chemins et aboutir à de nouveaux syndromes, etc., et te dire, mais te faire piéger, autrement dit. Tu crois pas que non, oui et non. Oui et non. Je dirais oui d'abord concernant la plasticité, parce qu'en effet, tu l'as dit, et en fait, je pense que tu l'as compris, cette plasticité, elle est possible grâce à l'apprentissage profond, uniquement. Avec la machine learning, il n'y avait pas de possibilité de donner aux ordinateurs d'avoir cette plasticité, c'est-à-dire cette capacité d'apprendre de lui-même. Cela étant, cet apprentissage par l'ordinateur, donc cette plasticité de l'ordinateur, en fait, c'est toi qui lui donnes. En d'autres termes, je vais prendre un exemple et vous allez tous comprendre. Nous sommes tous soumis à une intelligence artificielle et à cet apprentissage profond, ne serait-ce que par la recherche sur PubMed. Si vous faites une recherche sur PubMed, si vous faites la recherche sur la Covid, vous allez voir que de recherche en recherche, le PubMed vous propose des articles qui sont de plus en plus pertinents. Maintenant, vous pouvez faire le test du jour au lendemain, vous arrêtez sur la Covid ou bien vous arrêtez de faire la recherche sur la pneumologie, vous prenez n'importe quel autre sujet sur, je ne sais pas, les maladies endocriniennes, et puis ensuite, eh bien, l'ordinateur va s'adapter et va vous proposer au début un mix entre la pneumo et l'endocrino, et puis de plus en plus vers l'endocrino parce que vous êtes orienté là-dessus. En d'autres termes, cette plasticité-là, elle vient parce que c'est toi qui réoriente l'ordinateur vers des zones nouvelles.
tu vois. Tu vois? Et c'est la même chose concernant si vous allez sur Je Amazon, n'entends pas. si vous changez de Trop sujet d'intérêt, ils vont vous proposer d'autres choses. Mhm. Tu as trop suivi, mais c'est bien. Donc, en fait, Ça a travaillé. et les données qui sont revenues, et ça, j'avais discuté il n'y a pas longtemps avec une pédiatre qui avait dit que dans le domaine de l'ORL, eh bien, ce sont les données qui sont revenues à partir de l'efficacité de tel ou tel traitement dans une indication donnée qui ont très vite fait que les leaders d'opinion, en se basant sur ces données, en disant, bah, effectivement, maintenant, ce sont des données de vie réelle, ça correspond à une véritable efficacité, et donc on change très vite nos recommandations. Mhm. OK. Paracia, je vois que tu as la main levée. Est-ce que tu veux Non. poser une question? Non, c'est Non, bon. non, OK. c'est très bien. Donc, la condition, effectivement, comme tu dis tout à l'heure, c'est côté éthique, que nos valeurs humaines se maintiennent, parce que quand on revoit un petit peu aujourd'hui tout ce qui se passe, complotiste, etc., aujourd'hui, concernant Oui. je veux dire, il faut que l'esprit humain, je suis le professeur Chuang, effectivement, dans ce sens où on reste toujours humain dans notre façon de penser. Mais si maintenant il y a déviance, tout le problème est là. Comme tu dis, on a pris l'énergie atomique. Qu'est-ce qu'on a fait? C'était pour faire avancer l'être humain dans sa vie de tous les jours. Qu'est-ce qu'on a fait après, par la suite? C'est ça un petit peu mon souci. Voilà. Exactement. Merci. Écoutez, il est 11h22. Je vois qu'il y a encore des questions. Peut-être une dernière question, Gisèle Badoun. Gisèle, si vous avez encore une question, votre main est levée. Et après ça, je vais conclure. Oui. D'accord, merci. Ce n'est pas une question, mais moi, c'était beaucoup plus pour attirer l'attention. Bon, c'est vrai, il y a beaucoup aujourd'hui de sociétés, de fabricants qui ont développé des logiciels capables de lire, capables d'interpréter, capables d'analyser les données. Et quand même, il faudrait que chacun à son niveau soit assez lucide, que les sociétés savantes aussi puissent valider, reconnaître. Bien sûr. Sinon, on va se retrouver en train d'utiliser tout ce qu'on nous propose sur le marché. Tout à Voilà, fait. c'était un peu plus pour attirer l'attention là-dessus. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est très Oui, pertinent. tout à fait. Donc, si vous permettez, Étienne, je pense qu'on peut conclure. Oui. Je voudrais remercier le professeur Chuan encore une fois. C'est sa 3e présence avec nous, sa 4e, je ne sais plus là, exactement. Et à chaque fois, il y a toujours un engouement pour ces conférences. Donc, mille merci, Anne, de ce travail et puis de ta présence et non seulement tu communiques bien, mais tu informes extrêmement bien. Et donc, merci de ça. Je vais en profiter pour faire nos petites annonces, je dirais mensuelles. Donc, on se rapproche de la période estivale, mais n'empêche qu'on a encore quelques conférences. Le 23 juin prochain, dans le cadre de notre série de partenariat AUF et la Fédération francophone d'obstétrique et gynécologie en Afrique, nous aurons une conférence sur la contraception. Donc, mercredi, le 23 juin, une conférence sur la contraception. La prochaine conférence du même cycle sera le 21 juillet. Et là, le thème de la conférence du 21 juillet, et ça va intéresser énormément de gens, et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, éthique, aspects médico-légaux en obstétrique et gynécologie. Et donc, ça, c'est pour les 2 prochaines conférences de notre partenariat CINMEF-FIFOG. Et pour clore la série de nos conférences d'actualité, le 24 juin, nous aurons Louis-Jean Coudert, qui est un pneumologue parisien. Je ne veux pas dire n'importe quoi, je pense qu'il est à Paris. Oui. Et donc, il va nous parler de pneumonie de l'immunodéprimé. Et la conférence de Louis-Jean va clore notre saison 2019-2020, clore la saison d'hiver, je m'excuse. Et on va prendre un temps de pause pour les 2 prochains mois. Mais j'aimerais vous inviter, si vous avez dans vos entourages des gens qui veulent
qui ont des choses à dire, qui ont des savoirs à partager, qui veulent faire connaître des expériences diverses, que ce soit en théorie et même que ce soit surtout aussi en cas clinique de la pneumologie, ben, vous êtes invités à communiquer avec nous. Et puis, si vous voulez voir des références, vous pouvez communiquer avec Nafissatou Touré au Sénégal, qui est une assidue de cas cliniques chez nous. Ça fait plusieurs fois. Et donc, vous pouvez communiquer avec elle et avoir une idée un petit peu de ce qu'on fait de ce côté-là. Donc, moi, ça termine. Qu'est-ce que je voulais vous dire, Étienne? Je peux rajouter juste un petit mot pour compléter ce que tu viens de dire. Tu as dit si vous avez des cas cliniques à présenter, etc. Très bien. Ce que l'on va également faire à partir du mois de septembre, c'est probablement poursuivre les bulletins que l'on fait sur la pandémie, peut-être sous une autre forme, et on veut y inclure des interviews des uns des autres, que ce soit en pneumologie ou dans n'importe quelle discipline. C'est tout à fait faisable maintenant. Il suffit qu'on se mette en rapport avec vous. Donc, si vous avez des choses intéressantes à rapporter, n'hésitez pas, que ce soit dans le domaine médical, dans le domaine de la pandémie ou d'autres aspects. On est tout à fait à votre écoute et prêt à faire un petit enregistrement et le mettre à disposition de tout le monde. En fait, l'idée derrière ça, c'est toujours le même. C'est toujours d'avoir un contact direct avec le terrain, communiquer, partager les savoirs, de sorte que peu importe où vous êtes sur la planète, ben, vous avez accès au maximum d'informations. Donc, c'est ça qui est l'idée derrière les actions qu'on tient depuis plusieurs années. Donc, sur ces quelques mots, je vous dis merci, je vous dis à la prochaine, je vous souhaite un bel été et au plaisir de se revoir cet automne. Merci. J'oubliais pour le 24 juin, n'oubliez pas Louis-Jean. Très bien, merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci encore, Anne. Ça a été super. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.